Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je reçois aujourd'hui Charles-Emmanuel avec lequel on va parler de coréen et de caractères chinois en coréen. Salut Charles-Emmanuel, merci de nous faire l'honneur de ta visite. Et, Salut Pierre, c'est merci à toi de me proposer cette interview. et pour commencer, je vais te laisser te présenter aux personnes qui ne te connaîtraient pas encore. Donc à toi de nous faire ta biographie. Oh, on va essayer d'être un peu concis, c'est-à-dire que pour l'historique, je suis né en Corée de parents français. J'ai passé les 3 premières années de ma vie, puis il y a une vingtaine d'années, sur un concours de circonstances réappris le coréen à l'université et j'ai vu très rapidement, grâce à un très très bon professeur de caractère chinois dans le cursus de coréen, que l'apprentissage des hanja ou que vous appelez les kanji en japonais était plus qu'indispensable quelque part. Et sur un concours de circonstances, en allant dans une bibliothèque, dans une librairie, le lapsus, je suis tombé sur le petit livre des kanji et je pensais j'ai pensé immédiatement que ça aurait été astucieux de faire la même chose en coréen. Donc j'ai contacté un éditeur qui travaille sur le sujet aussi. Et comme accessoirement, je suis en thèse et que je travaille sur l'enseignement des caractères chinois dans la péninsule coréenne et comment les enseigner aux étrangers, je me suis dit que ça serait un concours de circonstances formidable. Voilà pour résumer. D'accord, donc on va peut-être apporter quelques éléments de contexte pour les personnes qui ne connaissent pas trop les langues asiatiques. Donc en fait, Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que dans trois, même quatre langues, c'est-à-dire le chinois, le japonais, le coréen et aussi le vietnamien, on utilise de manière plus ou moins quotidienne des caractères, qui sont les caractères chinois qui viennent de Chine. Par exemple, en japonais, on utilise tous les jours les kanji, le chinois s'écrit avec les caractères chinois, le vietnamien s'écrivait avant, enfin les littératures classiques, les aussi. Et quelque chose qui est assez étrange avec le coréen, c'est que quand on apprend cette langue, enfin en tout cas toutes les personnes que je connais qui ont appris le coréen, apprennent avec un ensemble de caractères qu'on appelle les hangul. Je pense que tu es d'accord avec ça, qui sont une sorte d'alphabet du coréen. c'est pas une sorte, c'est un alphabet. Oui, enfin, c'est un alphabet du coréen. Et quand on parle de caractères chinois en coréen, on dirait que ça a totalement disparu. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, ça a totalement disparu, oui et non. Disparu d'un point de vue graphique, oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, quand le roi Sejong a, en 1443, ordonné à ses lettrés du Jipyeonjeon, de la chambre, en gros, de regroupement des lettrés, qui est l'équivalent du CNRS maintenant en France, de créer un alphabet pour que tout le monde puisse écrire et apprendre à lire et à écrire. L'idée, c'était les caractères chinois, c'est trop délicat, trop difficile, ce que je n'aime pas comme explication, mais enfin, c'est selon lui, c'était trop difficile à apprendre. Et en fait, tout simplement, le vocabulaire d'origine chinoise, qui représente environ 70-80% du vocabulaire du coréen actuel, quand on l'écrit comment dire, en coréen, c'est juste une transcription en coréen d'un caractère chinois, la transcription, mais phonétique. Mhm. Parce que une partie assez conséquente du vocabulaire en coréen provient du chinois, c'est ça? Tout à fait. Mhm. Comme en japonais. Ah, tout à fait, oui. Et pour toi, qu'est-ce qui manquerait si on apprend le coréen sans les caractères chinois? Parce que j'ai l'impression que la plupart des gens vivent très bien sans, ils s'en passent très bien. Et pourquoi toi, tu as choisi d'avoir cet angle de présenter ces caractères, les caractères du coréen, de les remettre à l'honneur? Parce que tout simplement, l'influence chinoise en Corée, il suffit de voir le drapeau sud-coréen pour s'en rendre compte, l'influence chinoise en Corée fait que c'est comme si on enlevait le latin et le grec du français, il resterait plus grand-chose. Mhm. Donc pour comprendre la culture coréenne quand on n'a pas l'habitude de l'Asie et des particularités coréennes, j'en parlais avec une spécialiste de la péninsule coréenne qui s'appelle Juliette Morillo, que je salue au passage, qui expliquait que ne pas apprendre les sinogrammes en coréen, c'était pas pensable. Et on a en fait effectivement deux courants, c'est-à-dire ceux qui sont d'un nationalisme coréen un petit peu jusqu'au boutiste, à savoir non, non, on est coréen, donc l'écriture coréenne, puis ceux qui disent bah non, il faut apprendre les caractères chinois parce que paradoxalement, si on ne les apprend pas, on ne comprendra pas le coréen. Mhm. Et en quoi on comprendrait pas?
Eh bien, parce que tu virerais 80% du vocabulaire s'il n'y avait pas les caractères chinois. Mhm. Notamment, bah, tout simplement, Hanguk, le nom du pays, bah, ou des Hanminguk pour le nom complet, c'est du chinois. Oui, tout à fait. Contrairement à l'expression Ulinara qui désigne, je crois, uniquement la Corée du Sud, et la Corée du Nord avec l'appellation Joseon Minjujui Inmin Konghwaguk, c'est que du chinois. Mhm. Donc tout ça est uniquement marqué phonétiquement avec l'alphabet coréen qui maintenant s'appelle le Hangul. Au départ, c'était le Hunmin Jeongeum qui est d'origine chinoise. J'en avais discuté une fois où j'expliquais que sans l'écriture chinoise, il n'y aurait pas eu d'alphabet coréen. Alors ça fait très mal pour la propagande sud-coréenne ou la propagande coréenne tout court, mais bah, c'est une réalité. S'il n'y avait pas eu cette écriture, il n'y aurait pas eu l'autre écriture pour une raison aussi, j'allais dire, basique, c'est que le texte qui présente l'alphabet coréen est écrit en chinois. Mhm. Très bien. Et toi, tu conseillerais, par exemple, à un apprenant du coréen, de commencer à apprendre les caractères à quel moment? Très tôt ou plus tard dans l'apprentissage? Alors, suivant ce qu'il veut en faire, parce que j'estime que ça ne sert à rien de bombarder immédiatement, Mhm. d'apprendre plusieurs centaines de caractères chinois dès les premières semaines quand on ne maîtrise pas l'alphabet. Déjà, maîtrise l'alphabet, ce qui va assez rapidement en général. Et après, oui, les apprendre petit à petit. D'accord. Après, moi, j'ai une vision différente, c'est-à-dire que quand je vois des caractères chinois en coréen, je trouve ça plus simple à comprendre parce que je les connais déjà de par le japonais. Ben oui, Ce qui est une oui. voie d'entrée assez peu habituelle, on va dire. Oui, c'est ça. Bah, c'est par exemple le fils de ma voisine, je les salue au passage. Salut Andrew, salut Florence, je vous embrasse, comme ça c'est fait. Eh bien, Andrew, il y a quelques années, était intéressé avec sa petite sœur pour apprendre les kanji en japonais, sauf que Mhm. bah, avec des méthodes, à l'époque, il était au lycée et elle était au collège, sa petite sœur, donc Fiona. Sa maman que je connais depuis des années, m'a demandé si je pouvais les aider avec mon bagage sino-coréen pour leur apprentissage des kanji. Alors, je lui ai dit, écoute, j'ai plus l'habitude d'un public universitaire, mais pourquoi pas, oui, je suis là pour apprendre, effectivement, allons-y. Je les ai aidés et j'ai énormément appris d'eux parce que j'ai l'habitude de faire ça à l'ancienne avec des dictionnaires papier et eux m'ont montré les applications sur des smartphones et je n'ai pas de smartphone, mon téléphone n'a pas Internet. Donc ça m'a fait un petit choc et agréable parce que j'ai appris plein de choses. Et quand après Andrew a laissé tomber le japonais et s'est dit, tiens, j'aimerais bien prendre des notions de coréen. Bah, quand il a vu un des livres auxquels j'ai participé, il m'a dit, ah, mais tous les hanja, là, ça me vient en japonais. Ben, je lui dis justement, c'est grâce à ce que tu as appris en japonais, ce que j'ai essayé de vous transmettre de mes connaissances sino-coréennes avec les kanji, que tu vas beaucoup plus vite comprendre un texte coréen avec des caractères chinois que s'il n'y en avait pas. Mhm. Et la question que je me pose vraiment en étant extérieur, ne parlant pas coréen, c'est est-ce que quand on lit un texte uniquement écrit en alphabet coréen, il n'y a pas parfois des ambiguïtés que les caractères viendraient à lever? Tout à Donc des mots fait. qui se ressemblent? Parce qu'en Tout à japonais, fait, ce tout serait un à fait. carnage, hein. Ça serait très compliqué sans les Ah oui, caractères. oui, non, mais Donc si les on a un peu caractères le même sont problème. compliqués, de fait de l'homophonie entre les mots, ça rendrait la lecture plus compliquée, je trouve. Ben, oui, c'est ça. C'est alors comment dire, il y a vulgairement deux écoles, celle où ils maintiennent l'enseignement des caractères chinois et je suis totalement pour, et l'autre école qui dit ah non 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 non, nous on est coréens, les caractères chinois on s'en fout. Je suis un peu vulgaire, mais enfin c'est concrètement c'est ça. Et en gros c'est la bagarre depuis bah, la promulgation de l'alphabet. On se dit est-ce qu'on utilise oui ou non les caractères chinois? Et ben des fois pour justement lever cette ambiguïté, ils les mettent soit entre parenthèses, soit directement dans le texte à la place de la prononciation en coréen. Et comme ça, au moins, on sait de quoi on parle. Et je me souviens que j'ai eu comment dire, des cas comme ça où des gens ne connaissant pas comme toi le coréen, mais ayant un très bon niveau en japonais, comprenaient très très bien les textes. Ou inversement, moi-même, dans le RER, j'ai réussi à déchiffrer des inscriptions qui étaient écrites en kanji, dans un Mhm. texte en japonais, style jamais poignée, ne jamais toucher la poignée, ce genre de choses. C'était dans le métro, mais à Paris, hein. Je me suis dit, tiens, j'arrive à comprendre ça, c'est pas mal dans un texte en japonais, mais
comment dire, un de mes professeurs, bah, celui qui m'a donné le virus des hanja à l'INALCO, il nous expliquait, je le cite, ne pas apprendre les hanja en coréen, c'est de l'abrutisation. Donc c'est très violent, mais il a raison sur le fond. Et Mhm. d'autres me disaient, c'est du tourisme. Alors je n'ai rien contre le tourisme, mais c'est vrai que si on veut comprendre la culture coréenne Oui, en profondeur, sans les caractères chinois, on n'y arrivera pas. d'accord. Donc, toi, ce que tu entends par là, c'est que si quelqu'un ne connaît pas ses caractères, il peut tout à fait faire du tourisme en Corée, parce que de toute façon, tout sera écrit en alphabet, mais que si Oui, jamais un apprenant veut aller plus loin dans sa quête du coréen, il a quand même tout intérêt à le faire, c'est bien ça? ah bah oui, tout à fait, tout à fait. J'ai un exemple très concret à la maison. Enfin, j'ai eu mes parents. Comme je suis né là-bas de parents français, bah mes parents, ma mère a appris quelques expressions par cœur, et mon père, avec son poste d'un point de vue professionnel, il prenait des cours de coréen, et son professeur de la vieille génération, c'était à ma naissance, hein, donc ça commence à dater, disait bah, il faut apprendre les caractères chinois, et ça a permis à mon père aussi de se retrouver quand il était dans les escales à Tokyo. Mhm. Ah ouais, mais de toute façon, Euh, je trouve que quand on commence à avoir un petit bagage de caractère, c'est comme à un moment rentrant du Japon, j'étais passé par Taïwan et souvent j'avais aucune idée de comment se prononçaient les caractères parce que je parle pas chinois, mais j'arrivais au Absolument. moins à savoir où j'étais, sachant que pour l'anecdote à Taïwan, j'avais remarqué que certains noms de stations de métro les plus centrales, ils les lisaient en chinois, mais ils les lisaient aussi avec la prononciation japonaise. Oui, Que pour les d'un point de vue. Japonais, ça permettait de s'y retrouver. Mais c'est vrai que je m'y attendais pas à ce que ça soit lu vraiment à la japonaise, qu'on appelle la lecture kun, la lecture purement japonaise, plutôt que la lecture on, qui est la lecture d'origine chinoise. Ça aurait pu être possible, mais c'est lu vraiment à la japonaise. Et d'ailleurs, est-ce que tu parles japonais et chinois, toi? Pas très peu japonais, j'ai pris quelques notions il y a une vingtaine d'années, et chinois pas du tout. Mhm. Je ne parle pas un mot de mandarin, je ne connais pas du tout je ne comprends rien au système des tons. Ce qui ne m'empêche pas de lire ou déchiffrer des fois des inscriptions enfin, ça dépend après s'il s'agit de Hanmun, donc de chinois classique, ou de chinois moderne. D'accord. Et le coréen, donc toi, tu es né en Corée, mais tu l'as appris plus tard. Est-ce que tu peux me décrire un peu ton parcours? Alors, pour résumer, bah, je suis donc né en Corée, et j'ai passé les 3 premières années de ma vie, donc je parlais quelques bribes de coréen, en gros coréen, français et anglais en même temps. On est rentré en France, mes parents étaient expatriés, donc on a eu une mission après à l'étranger. Et quand on est rentré en France, ma sœur aînée qui apprenait le russe à l'INALCO m'a dit bah, viens, il faut que tu viennes. Il y a un cours de coréen à côté, c'est ton enfance. Oui. J'ai parlé de toi à la professeure, elle m'a dit qu'il fallait que tu viennes, que tu avais les mêmes souvenirs que les adoptés de ta génération, et elle avait tout à fait raison. Et je salue ma sœur au passage. Sans elle, je ne serais pas là, parce que c'était une idée au départ complètement saugrenue. On se dit on n'y arrivera jamais, il faut se concentrer, c'est trop dur. 20 ans après, voilà ce qu'on a réussi à faire. Mm. Euh, un doctorat, l'enseignement, bon, bah, comme quoi c'est possible, hein, j'aurais jamais cru faire ça, mais bon, Mm. pourquoi pas. Et surtout que moi j'ai connu, vu qu'on est vieux là, une époque où Oui, le coréen c'était beaucoup moins enseigné et l'INALCO, pour ceux qui connaissent, avant que ça soit regroupé dans un gros et très beau bâtiment, oui, c'était éclaté un peu partout. Et moi quand j'étais en finnois, donc c'était à Clichy, ah, et oui, c'était oui, oui, également là où était le coréen, parce que ce qui est drôle absolument. c'est que les langues asiatiques étaient à Paris-Dauphine, Oui, sauf le coréen qui s'était retrouvé oui, je m'en souviens. exilé quelque part à Clichy. Et une fois par erreur j'étais entré dans une classe de coréen, mais il y avait vraiment 10 personnes. Cinq. Enfin, c'était vraiment avant Gangnam Style et quand ça fait décoller le coréen, Avant avec le phénomène l'époque. Hallyu. Oui, non, mais c'est vraiment début année 2010 par là, 2012, que ça a commencé à prendre le coréen. Mais j'ai connu une époque aussi où le coréen, c'était vraiment quelque chose de très confidentiel en France. Alors que maintenant, c'est quand même une langue qui a plus d'aura, plus de diffusion. Oui, c'est ça. Bah, c'est à l'une des rentrées universitaires, les départements de coréens, à la fois de Paris Cité, maintenant qui ne s'appelle plus Diderot, et de l'INALCO, n'avaient pas prévu qu'il y aurait un tel engouement. Je ne peux pas, j'ai évité le mot tsunami parce que c'est japonais, mais enfin, c'était impressionnant. Bah, de 35 dans toute la section quand j'ai commencé, maintenant ils sont plus de 300 en première année, donc dans l'un des deux établissements. Et bah, forcément, à un moment, ils se sont dit, bah, il faut faire quelque chose parce qu'on n'a pas les locaux, on n'a pas les
manuels en quantité suffisante, voire on n'a pas de manuel du tout. Et c'est vrai que quand il y a 23 ans, ou 24 ans maintenant, j'ai repris l'étude du coréen. Ma sœur aînée était avec moi dans l'un des cours de civi, avec Monsieur Kim Dae-yeol, que je salue au passage, Kyosonim. Euh, C'était ma sœur m'a conduit chez Gibert en me disant tiens allez on va t'acheter tes livres. Et oui, j'avais pas de réflexe, hein, je sortais du lycée, j'avais aucun réflexe de recherche. Il fallait bien que j'apprenne. Et le rayon de la librairie, il y avait 4 livres, dont 2 dictionnaires d'occasion, donc elle me les a achetés. Et pour dire, quelques années plus tard, je suis passé par hasard à la librairie Le Phénix. Et ils avaient un rayon pareil de 4 livres. Et maintenant, il fait plusieurs mètres. Mhm. Il y a plusieurs mètres de long. Il est en train de détrôner quasiment, enfin j'exagère un peu, mais de détrôner le Japon. D'un point de vue culturel, c'est très intéressant, mais c'est vrai que quand j'y suis allé la dernière fois, j'ai vu à quel point ça prenait de l'ampleur et j'étais très impressionné. Je me suis dit, jusqu'où ça ira? Bah, seul l'avenir nous le dira. Mhm. Euh, bah, c'est pareil chez Gibert et d'autres libraires, le rayon coréen commence à s'imposer petit à petit aussi. Bon, voilà. Ouais, je l'ai vu en passant dans une Fnac récemment, que ouais, le rayon coréen maintenant fait partie de ces rayons où déjà il y a un rayon, parce qu'il y a des langues qui sont Oui, dans divers, oui. alors que le coréen maintenant a son rayon, a ses manuels, ses publications, et c'est vrai que pour les apprenants, c'est quand même assez super, parce que ça permet de ne pas tomber dans ces langues où il y a un dictionnaire, un manuel des années 80, et on se retrouve pris au piège, quoi. C'est ça, bah c'est C'est en gros on différent. est passé dans l'extrême inverse, c'est-à-dire que mon père, quand il a appris quelques notions de coréen, il avait un manuel en anglais et avec l'orthographe ancienne du coréen. Et quand je suis allé chez Gibert voir à la librairie Le Phénix au tout début, ils avaient 4 ou 5 livres et c'était pas des cours de coréen, hein, c'était Mm. un livre de philosophie, un dictionnaire et éventuellement l'un des manuels. De mémoire, c'était celui de l'Asiatech. Maintenant, il y en a une dizaine. Mm. De manuels de langue, hein, même plus que ça. Alors, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour des universitaires, d'autres pour des apprenants qui n'ont rien d'universitaire. Et pourquoi pas? Il en faut pour tout le monde. J'en parlais avec ma sœur aînée qui connaît, comment dire, qui est professeur depuis plus longtemps que moi. Et on était tombé d'accord sur le fait que le manuel parfait n'existe pas et on l'adapte à l'apprenant qu'on a en face de nous. Ouais, je suis absolument d'accord. Souvent, les Ça me apprenants rappelait certaines de tes recherchent, vidéos oui, d'ailleurs. c'est ça, ils recherchent un manuel parfait. Le manuel parfait, c'est si tant est qu'il soit de qualité, évidemment, ça va être celui que vous utilisez avec plaisir, qui vous fait progresser. Il faut pas hésiter, justement, quand on a la chance d'apprendre une langue où il y a du choix, à aller par exemple dans une librairie, feuilleter un peu, demander des avis, et on peut trouver le manuel le plus adapté. C'est ça, par exemple, bah, je suis aussi professeur de français langue étrangère, donc j'enseigne le français à des adultes étrangers. Mhm. Et tous les apprenants que j'ai eus, bon, je n'étais que bénévole, mais j'ai appris énormément de choses comme ça. Et bah, mes apprenants, quand on se présentait, je leur disais, bon, bah, avant moi, comment dire, la responsable linguistique leur faisait passer un test de langue. Alors je voyais à quel niveau ils étaient. Bon, ça faisait un peu toucher-couler parce que A1, A2, à l'oral c'est C1, machin. Enfin, des fois il y avait des inégalités assez costauds. Je me suis dit bon, bah, qu'est-ce que la norme dans ce domaine? Bon, bah rien, vas-y, tu verras bien. Adapte le manuel ou adapte ton enseignement à son niveau et va le chercher surtout. Quand je dis va le chercher, c'est façon coach ou entraîneur sportif. Tu lui files 2, 3 conseils en même temps ou bah, de toute façon, tu es assis à côté de lui enfin, et c'est toi le moniteur d'auto-école quelque part. Tu dois Mhm. l'autonomiser. Donc je lui disais, bon, bah, pour ton niveau, il y a tel manuel et tel manuel et tel manuel. Voilà, ils sont sur la table. Lequel tu préfères? Mhm. On choisissait ensemble, il me disait, je préfère celui-là, d'accord, on va travailler avec ça. Et hop, je n'étais pas un dictateur, je ne suis toujours pas un dictateur pour les manuels. Ouais. Mais des fois, après, trop de choix tue le choix, donc qu'est-ce qu'on fait? Autant essayer de travailler avec un, et si on voit qu'au bout d'un certain temps on n'y arrive pas, bon, ben, on peut changer, mais faut pas changer tout le temps, sinon on n'aura pas de cap. Oui, parce que ça, c'est un autre écueil, c'est après la Voilà. paralysie, c'est les gens qui vont avoir plein de manuels ou plein d'applis, plein de logiciels qui vont être redondants et qui vont à la fin se perdre dans des ressources où bah, ils vont répéter tout le temps la même chose, le niveau débutant. Il faut mieux aussi arriver à se concentrer une fois qu'on a choisi un manuel, une application, quel que soit le support, se concentrer dessus. Et au bout d'un moment, on change bah, quand on a éclusé le support, mais ne pas s'éparpiller. Et
D'ailleurs, j'en profite. Donc toi, tu as écrit un dictionnaire des caractères chinois en coréen. Alors, non, 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 pas tout à fait. D'accord. C'est le manuel dont tu parles, c'est le petit livre des Hanja, et je travaille aussi sur l'actualisation du dictionnaire des caractères sino-coréens qu'a écrit Lee Jin-myung en 1993. D'accord, j'ai fusionné tes Euh, deux projets, c'est ça. voilà, voilà. Non, non, je les ai pas du tout fusionnés. Non, non, c'est comment dire, c'est tout un concours de circonstances où le dictionnaire des caractères sino-coréens, ça fait plusieurs années que je travaille dessus. Pour l'instant, il est en pause. Mais bah, c'est en fait, comme je le disais tout à l'heure, c'est en allant acheter quelques livres dans une bibliothèque, dans une librairie, je vais y arriver, que je suis tombé sur le petit manuel des kanji et je me suis dit qu'il fallait faire la même chose en coréen. J'ai contacté un éditeur qui était partant et bah, je me suis dit c'est une application de ce sur quoi tu travailles en thèse. Et en gros, je fais le contraire de ce que font la plupart des gens, c'est-à-dire d'abord finir leur thèse, la soutenir et compagnie, puis publier un bouquin. Moi, c'était un concours de circonstances où je me suis dit, bah, il y a 150 kanji dans le bouquin en question, je vais faire la même chose avec enfin, en gros, le même nombre adapté à la coréenne et on a réussi à publier quelque chose. Bon, c'est évidemment loin d'être parfait, mais par rapport à rien du tout à des livres en anglais, c'est déjà pas mal. Et parce que j'ai vraiment l'impression, pour être passé dans un rayon coréen, que c'est beaucoup de manuels pour les débutants, ce qui est très bien, mais que pour aller plus loin, peut-être qu'il manque des choses. Donc ton manuel, ça permettrait justement de commencer les caractères sino-coréens, on va dire, sans devoir passer par des vieux livres qui ont 30 ans en anglais, voire en coréen. Donc ça permet de C'est ça, dépoussiérer c'est ça un ça. peu. C'est Hmm. Et bah, j'ai été assez touché quand plusieurs de mes amis, hommes comme femmes, ont trouvé ça génial. Et notamment une qui est autodidacte et qui n'a pas du tout de parcours universitaire et comment dire, bah, elle a à peine son bac, donc mais sans aucun mépris, hein, pas du tout. C'était une autre façon d'apprendre. Et bah, m'a dit, j'attendais ton manuel avec impatience, mais je me régale. Je dis, bah, écoute, c'est très gentil. Si tu as des questions, tu n'hésites surtout pas à me les poser. Au contraire, tu me feras avancer dans mes recherches. J'apprendrai énormément de tes questions. Il n'y a pas de problème pour ça. Si je ne peux pas répondre, je te le dirai tout de suite. Et d'autres ont expliqué, bah, j'ai vu un commentaire moins élogieux en disant que c'était trop compliqué, qu'il y avait mieux en anglais. Bah écoute, c'est facile de critiquer, mais quand on est fait au moins aussi mauvais que ce que vous critiquez, et vous verrez après ce que ça donne. J'ai été ahuri par justement un memento sur la grammaire du coréen en français, qui est une traduction d'un bouquin en anglais. Il y a des parties auxquelles je n'ai rien compris avec mon bagage et je me suis dit, oula, pour un débutant, c'est pas la peine. Mhm. D'autres parties qui sont fascinantes, mais je me suis dit, oula, c'est une équipe d'universitaires avec des Français et des Coréens, et je me suis dit, bon, le travail est énorme, hein, je le respecte j'ai beaucoup d'admiration pour ce qui a été fait. Et je me dis, quand tu vois des ouvrages comme ça aussi complets, mais surtout complexeux, est-ce que tu aurais réussi à faire au moins aussi mauvais que ça? Bah, dans ces cas-là, non, franchement, non. Ça prend trop de temps, c'est quand je vois déjà le temps que ça m'a pris de ne prendre que les 150 premiers caractères chinois du système de connaissance des caractères sino-coréens et de ne prendre que des exemples dans ces capacités-là, enfin dans ces niveaux. Bah, ça a limité les exemples, mais paradoxalement, bah, Mhm. des fois j'en avais qu'un ou deux. Mhm. Sinon, c'était du vocabulaire hyper technique qui n'allait servir à rien à un débutant. Euh, donc ça a été, comment dire, je m'intéresse aussi au dictionnaire de langue française et j'ai lu beaucoup de livres sur ce sujet-là, notamment la méthodologie de Littré, comment j'ai fait mon dictionnaire ou comment concevoir un dictionnaire tout court, à savoir, bah, tu ne peux pas prendre tous les mots de la langue, sinon tu n'aurais pas fini et tout seul c'est impossible. Et des fois, bah, faut tout trier, faut se dire bon ça je le garde, ça je l'enlève, ça n'a plus de pertinence. Après Mhm. les néologismes, bah, ceux qui ne sont pas encore dans la langue, on ne peut pas les mettre. Euh, J'en parlais hier avec une autre professeure de coréen où je lui disais par exemple que dans la langue française, avant la pandémie, Covid et confinement n'étaient pas dans le dictionnaire parce que tout simplement Covid n'existait pas ou on n'en parlait pas. Mhm. Euh, c'est bah, un autre exemple, je ne sais pas si tu sais comment on dit masque en japonais par exemple. Mhm. Kamen.
D'accord, parce qu'en coréen, ils disent masque. Ah oui, sinon, ah, pour les petits masques, oui, c'est Oui, masque. cela, pardon, oui, je ne l'ai Oui. pas précisé. Ouais, je pensais que tu allais m'amener sur un terrain chinois, parce que c'est Non, non, bah d'origine non, non. chinoise. Mais oui, c'est masque pour D'accord, les bah, masques Covid. voilà, Gangnam, c'est parce que le masque vraiment sur le visage, quoi. oui, 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 c'est vrai que dans le contexte, je n'avais pas précisé que oui, parce que les masques de danse traditionnelle, ils appellent ça tral, hein, je crois, ou la danse traditionnelle masquée, c'est tralchum. Mm. Donc oui, oui, bah ça ouvre aussi sur bah, l'importance du vocabulaire d'origine étrangère en coréen, qui est la même influence, je pense que c'est du japonais, où tu as Mm. énormément de mots d'origine britannique, enfin anglo-saxonne, Mm. donc dont masque ou computer en coréen, bon bah où Mm. j'avais appris Pairoto en japonais, bah, non en coréen, je me souviens plus. Il y a peut-être les deux mots d'ailleurs en sino-coréen ou en konglish, donc les mots d'origine américaine dans le coréen. Là, par exemple, quand je regardais les cours de linguistique que j'ai eu à l'université, euh, à part texte, donc texte, Mm. tous les autres mots étaient d'origine chinoise. Mm. C'était ce qu'on appelait des hanchao, donc les mots sino-coréens, et il n'y avait que ça. Et ce qui y avait de formidable, c'est que notre professeur nous les mettait systématiquement entre parenthèses, et on avait des cours de chinois classique à côté dans lesquels beaucoup de caractères revenaient. Donc c'était pratique pour les mémoriser. Et c'est Mm. là où on se disait vraiment que c'était non, plus qu'indispensable. Mm. Euh, et d'ailleurs, il y a quelques années, pour un festival sur la Corée, j'ai enfin, l'organisateur m'a demandé de si je pouvais faire une conférence sur l'alphabet coréen. Je dis oui, oui, je peux tout à fait. J'étais très touché qu'il me pose la question, qu'il me sollicite. Et pour les exemples, j'ai eu un mal de chien, si j'ose dire. Et je me suis dit, bah écoute, prends des exemples que tout le monde connaît. Donc tu prends Samsung, tu prends Taekwondo, tu prends Hallyu. Gangnam Style. Gangnam Style est un excellent exemple où tu as Gangnam qui est d'origine chinoise et Style qui est en anglais. Mm. J'ai mis, bah, quand j'ai expliqué que Hallyu c'était du chinois et en mettant les caractères au tableau, on regardait, mais qu'est-ce que tu racontes? Bah, c'est que vous ne vous rendez pas compte de l'influence des caractères chinois dans la culture coréenne. Mm. Hanguk, Munhwa, c'est du chinois. Ça veut Mm. dire culture coréenne, littéralement. Euh, Où ils disent Uri Munhwa, mais Munhwa reste en chinois. Mm. Et j'en parlais avec une professeure que j'ai eue à l'INALCO, oui, non, Paris 7, que je salue au passage, Han Yumi, et je salue Hervé Péjaudier au passage aussi, qui m'a expliqué que bah oui, les Hanja, ils étaient fantômes, mais Mm. bah, fantômes, ils existent. C'est Ouais, juste que tu as, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est tu as une syllabe phonétique en alphabet coréen qui cache un caractère chinois. mm. Ouais, c'est intéressant de présenter ça comme ça, c'est-à-dire fantômes, c'est qu'on les voit pas, mais ils sont présents en arrière-plan, et C'est ça. on les devine quand on creuse un peu. Ouais, c'est intéressant de présenter comme ça. Parce que bah, concrètement, c'est ce qui se passe, hein. Mm. Beaucoup de Coréens nous disent ah non, 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 les caractères chinois, ça sert à rien. Je me souviens notamment lors d'un échange où je donnais un cours de français à ce moment-là pour des Coréens. Et un Coréen me dit mais ça sert à rien les caractères. Et un Coréen plus âgé que lui arrive et dit oh, Hyangnim! Bah, Hyangnim, c'est du chinois. Pour Mm. désigner littéralement le grand frère. Mm. Euh, mais il se rendait pas compte, enfin parce que trop, enfin justement immergé. C'est pour ça, lui a tellement l'habitude qu'il me disait mais non, mais ça sert à rien. Bah si, si, si. Mm. Quand tu prends le vocabulaire honorifique, il est plus souvent d'origine chinoise que coréen. Mm. Ah, c'est intéressant, bah, ça montre que malgré tout qu'en Corée, certains s'en passent, mais qu'après, c'est vrai que pour un étudiant qui va aller plus dans la culture, et ce qui est souvent une situation qui est paradoxale, c'est que parfois on va plus loin que les natifs dans la connaissance de Oui, leur culture. ça m'est arrivé Alors, ça. oui, oui, mais Et dans l'autre sens d'ailleurs, oui. c'est assez courant parce qu'il y a plein de locuteurs natifs, et ils en ont tout à fait le droit, qui ne vont pas s'intéresser par exemple à la littérature, à l'étymologie. Donc pour la vie de tous les jours, il va y avoir un vocabulaire, une façon de parler qu'il faut maîtriser. Mais si on veut aller aussi maîtriser la langue plus classique, il faut parfois aller au-delà de ce que les locuteurs natifs font. Enfin, par exemple, en français, il y a plein de locuteurs natifs qui vont pas aller chercher plus loin et qui peuvent très bien vivre sans. La Oui. langue française plus recherchée, plus classique, et quelqu'un qui veut maîtriser le français sur cet angle-là à un bon niveau, eh bien, lui, il doit le faire.
Oui, oui, tout à fait. Ça m'est arrivé quand j'étais à Séoul, dans un quartier, je crois que ça s'appelle Insadong, où j'étais avec une Coréenne un peu francophone et je voulais acheter je ne sais pas comment tu les appelles en japonais, mais des proverbes en 4 caractères en calligraphie. Ah, ça me reviendra. Voilà, Euh, et j'en vois un en vitrine et je rentre dans le magasin, le vendeur me regarde et regarde immédiatement la Coréenne qui était à côté de moi, il commence à lui parler en coréen, je lui réponds en coréen et le mec était perdu parce qu'il se disait comment il parle ma langue lui, enfin oui ça ne se voyait pas et je lui dis bah, je voudrais vous acheter tel cosa sangre, il me regarde, il dit, comment il connaît cette expression lui? Et là il commence à essayer de me traduire le fameux cosa sangre et je le traduis à sa place. Et il regarde mon amie coréenne et elle lui répond, il est plus fort que moi. Bah, c'est que pour la plupart des Coréens, c'est un cauchemar, ce que je comprends très bien, parce que pour nous, c'est pareil, hein, la méthode d'enseignement du latin, du grec ancien, au collège et au lycée, c'est pas génial. Effectivement, si la méthode coréenne a des similitudes avec la méthode française, ça ne m'étonne pas que les élèves boudent ce genre de matière. hmm, Et inversement, quand je suis revenu en France, j'ai eu des Coréens qui s'intéressaient à des domaines de l'histoire. Et pourtant, j'adore l'histoire de France, mais ils étaient plus forts que moi sur certains domaines d'histoire et j'étais mais enchanté. Et je les hmm. ai aidés comme j'ai pu. Ouais, je crois que c'est Yoji Jukugo en japonais. Donc Ah! c'est. Et donc, en plus de ton manuel sur les caractères coréens, tu as créé un livre sur le vocabulaire de cette langue, c'est bien ça? Alors, c'est un peu plus complexe que ça. C'est déjà, comme je voulais le dire tout à l'heure, je suis passé un peu vite. Je voulais saluer Monsieur Ho que j'ai eu et qui m'a donné cet amour des caractères chinois. Ho Gyongnim Kamsahamnida. Et effectivement, j'ai eu aussi l'idée en voyant un livre qui s'appelle Les mots du japonais chez Ellipse, de créer la même chose pour les Coréens, donc écrire les mots du coréen. Et en gros, j'ai contacté Adélaïde qui a fait un travail absolument remarquable sur le tracé des caractères chinois dans le petit livre des Hanja. Je la remercierai jamais assez parce que c'est absolument remarquable ce qu'elle a fait. Et je lui ai demandé si elle était intéressée pour qu'on collabore. Je n'ai pas pu finir le livre et elle a fait un travail absolument remarquable également. Et voilà, et je l'embrasse de tout mon cœur. Et en gros, effectivement, dans ce livre, c'est un livre pour les débutants qui s'appelle Pogegi. Et enfin, nous avons collaboré et elle a mis dans les chapitres, on s'est mis d'accord pour la liste des hanja, donc des caractères chinois. Et pour faire une approche un petit peu différente de celle du petit livre des Hanja pour ne pas faire exactement la même chose. Et l'avantage de Pogeki, c'est qu'il y a il y a du vocabulaire en contexte, avec des anecdotes culturelles. Elle les a formulées de manière extrêmement intéressante et elle a fourni un travail, mais sidérant. D'accord. Voilà. Alors, je vais les montrer à l'écran, même si ça risque d'arriver à l'envers. Mais Non, c'est très bien. voilà. D'accord, très bien. En tout cas, si ça vous intéresse, vous avez le lien des deux livres dans la description. Comme ça, si vous apprenez le coréen ou si vous êtes curieux par rapport aux caractères chinois et leur diffusion dans ce qu'on appelle la sinosphère, vous pourrez y jeter un œil. Est-ce que tu aurais un dernier mot, un conseil, par exemple, pour des gens qui voudraient apprendre le coréen, qui voudraient se lancer maintenant? Alors, j'ai un conseil élémentaire, ne lâchez rien et ne surtout pas se décourager et comment dire, spéciale dédicace à Juliette que je mentionnais tout à l'heure ou un de ses professeurs auquel j'ai beaucoup pensé quand j'ai écrit mon livre sur les Hanja, André Fabre, qui était l'un des plus grands coréanologues français, disait le coréen c'est de l'acharnement et je dirais il n'y a pas que le Tout est grand. coréen mais c'est de manière générale, quand tu te passionnes, ou quand tu es pris d'une passion obsessionnelle pour un domaine, tu te prends un tourbillon quand le tourbillon en question n'a aucune incidence grave sur ta santé ou celle de ton entourage, c'est pas gênant, mais oui, après progresse et ça sera peut-être une forme de, j'allais dire, d'autisme ou de, comment dire, quelques rapports avec le film qu'on connaît à peu près tous, Le Dîner de con, où tu sembleras ridicule de parler de choses un peu techniques auprès de gens qui n'y connaissent rien et que ça n'intéresse pas, mais cet univers des langues que tu connais aussi à ta façon est fascinant et
comme ils disent en coréen, et on a aussi une expression en grec ancien là-dessus, le début c'est la moitié. Donc autrement dit, Mm. bah, l'important c'est de s'y mettre et de surtout ne rien lâcher. Mm. Et ne pas se décourager parce que tu vas arriver à un moment où tu vas stagner et il faut Mm. surtout pas se décourager, il faut continuer, il faut continuer, il faut continuer. Je suis La absolument perfection d'accord. Ouais. n'existe pas, on est là Mm. pour apprendre. Mm. Très bien. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup. C'est une vidéo que je voulais faire depuis longtemps et vous vous Oui, rendez j'ai pas vu ça, compte, merci à toi. c'est une arlésienne. Ça vous Absolument. intéresse, il y en aura d'autres, pourquoi pas, sur le coréen, sur pourquoi pas d'autres langues. Et donc, si on veut retrouver tes livres, ils sont disponibles dans n'importe quelle bonne librairie spécialisée ou dans un rayon sur le coréen. Et sinon, vous avez le lien dans la description. En tout cas, je te remercie encore une fois d'être Merci à passé sur toi. la chaîne. Et on se dit à très bientôt. Vous pouvez bien sûr vous abonner à cette chaîne si vous la découvrez. Et vous pouvez aussi vous inscrire à mes contacts pour recevoir une mini-formation gratuite de 40 minutes qui s'appelle Vincent Technique pour apprendre votre vocabulaire qui vous servira en coréen ou dans n'importe quelle autre langue. Donc, merci encore à Charles-Emmanuel et à très bientôt. De rien, de Salut. rien. Salut.